Merci à toutes et à tous et à ceux qui vont nous rejoindre bientôt d'être avec nous. Parce que pour nos amis en ligne, effectivement, c'est pas facile d'imaginer la vie qu'on mène ici, puisqu'il fait un temps magnifique, on est dans un lieu superbe et qu'on est tous très heureux de se retrouver. Alors forcément, ça traîne un peu au déjeuner, avec toutes nos excuses, plates excuses, 1000 pardons. Mais merci d'être avec nous. Vous étiez 80, jusqu'à 80 ce matin. Là, on me dit que vous êtes une petite cinquantaine à cette ouverture. Donc, effectivement, c'est un début. Juste avant de travailler sur nos séquences tandem complémentaires, juste un petit mot de Cédric O, qui est retenu à Bruxelles pour des sujets très importants qui nous concernent tous, mais qui souhaitait quand même vous adresser un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. Je veux commencer par remercier Philippe Augier pour m'avoir invité à ces états généraux des RIP. Je ne pourrais malheureusement pas être parmi vous, devant me rendre à Bruxelles pour un conseil compétitivité sur des sujets de régulation du numérique qui ne sont d'ailleurs pas sans lien avec les questions qu'on se pose dans les télécoms, mais en tout cas des sujets de régulation, notamment de régulation économique du numérique, qui sont absolument essentiels pour l'avenir de notre économie et l'avenir de l'Europe. Je tenais tout de même à vous adresser un mot sur ce sujet des réseaux d'initiative publique qui est si important dans la construction de la France de l'avenir, de la France d'aujourd'hui, et la capacité à apporter à tous nos concitoyens ce réseau, ces connexions, ces infrastructures numériques qui sont absolument indispensables. D'abord pour vous remercier, pour vous féliciter, pour nous féliciter, l'ensemble de la communauté des télécoms, qu'il s'agisse des industriels, des collectivités territoriales, de l'État évidemment, des institutions comme l'ARCEP qui accompagnent l'ensemble de la dynamique. Nous avons, vous le savez, vous en êtes les premiers acteurs, une dynamique qui est unique en Europe et unique dans le monde, puisqu'il n'y a pas un pays qui est déjà mieux fibré que la France en Europe, et qu'il n'y a pas un pays qui installe plus vite la fibre que la France en Europe. Les chiffres ont encore été exceptionnels l'année dernière avec ces 5,8 millions de foyers rendus raccordables, ce qui fait qu'on arrive à près de 24 millions, plus de 24 millions probablement à l'heure où je vous parle de foyers qui sont raccordables. On voit que les abonnements progressent aussi extrêmement vite et il faut s'en féliciter. Je veux également évoquer devant vous, puisqu'on parle de la fibre et de l'avenir, les annonces qui ont été faites par le Premier ministre et surtout par Orange il y a quelques jours, mais sous l'égide du Premier ministre, pour aussi, au moment où on déploie ces réseaux d'avenir, accompagner les réseaux qui restent valides et si utiles pour beaucoup de nos concitoyens, ces réseaux télécoms, ce réseau téléphonique, ce réseau cuivre, qu'on doit accompagner tant que nous n'offrons pas la fibre à tous. Et vous savez que cet objectif, et nous voulons collectivement le tenir, c'est 2025. Nous avons aussi quelques défis liés à la rapidité avec laquelle ces réseaux se sont déployés et que je tiens absolument à résoudre. D'abord, la qualité des raccordements qui est trop défaillante, beaucoup trop défaillante dans certains territoires et en moyenne insatisfaisante puisque c'est près de 20% des raccordements qui sont défectueux, notamment du fait des problèmes rencontrés avec le mode stock. J'ai eu une parole extrêmement forte sur le sujet. Je rappelle que je ne ferme aucune porte à aucun levier pour résoudre le problème. La dynamique que je vois depuis quelques semaines avec des remontées de statistiques, des signatures de conventions entre les opérateurs d'infrastructures et les opérateurs commerciaux qui doivent absolument se déployer encore plus vite qu'ils ne font aujourd'hui. Cette dynamique me laisse penser que nous commençons à voir le bout du tunnel, mais je serai absolument intraitable sur la nécessité d'améliorer la qualité des raccordements. Autre sujet qui est très technique, qui évidemment n'est pas là pour nous permettre de battre les plateaux télévisés, mais qui est indispensable, vous le savez, au quotidien, c'est la question de la base d'adresse nationale, ce serpent de mer qui existe depuis longtemps. Il y a des travaux qui ont été débutés, notamment via une start-up d'État. C'est d'ailleurs un sujet qui dépasse largement les enjeux liés au déploiement de la fibre et au déploiement des télécoms. Cette question des données géographiques souveraines, elle est absolument indispensable pour la préparation de l'avenir et pour ce socle de données administratives, ce socle numérique qui permet à la France de garder sa souveraineté. Je ne serai pas beaucoup plus long. Très bonne réunion. J'espère avoir la possibilité l'année prochaine de participer à ces états généraux des RIP. En tout cas,
Je crois qu'il faut prendre le temps, encore une fois, de nous féliciter de ce qui a été accompli, mais ce qui reste à accomplir est encore long et encore conséquent, et donc au travail. Merci Monsieur le Ministre. En écho direct à vos propos, je vais donc proposer à Virginie Lucot-Avril, présidente de Seine-Maritime Numérique, et à Lionel Recorbet, qui est le président de XP Fibre. Vous avez aimé SFR FTTH, vous adorerez XP Fibre, de partager avec nous les difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans la conduite de leur projet, notamment sur tous les sujets dont on parle depuis ce matin, sur le raccordement final. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, vous me permettrez de faire un point de contexte pour justement expliquer nos difficultés ou comment on a appréhendé le développement de la Seine-Maritime, qui est un département à la fois rural, avec également 3 pôles urbains identifiés en zone AMI. Et vous pointez du doigt en fait le modèle qui a été mis en place en Seine-Maritime. Donc pour ma part, je suis absolument pas issue des réseaux télécoms, donc je ne connaissais pas les mots d'hébreu employés toutes les 3 minutes par l'ensemble tous les techniciens que vous êtes, qui viennent chacun expliquer leur version. Et déjà, c'était déjà une difficulté à la base. Tout d'abord, la difficulté en ce qui concerne la Seine-Maritime, c'est que quand j'ai repris en fait le syndicat en 2015, nous avons une explication très précise des financeurs pour dire que notre modèle économique qui avait été choisi à l'époque n'était pas ambitieux et qu'il fallait tout recommencer. Une fois qu'on avait dit ça, c'était quand même des grosses difficultés de tout mettre à la poubelle. Donc de ce fait, nous sommes partis en 2017 sur un modèle aujourd'hui où l'ensemble des territoires qui sont en bleu sur la carte sont devenus des territoires adhérents au syndicat avec un plan à 100% fibre pour tous. Ce 100% fibre pour tous concerne quand même 601 communes, on va le voir après. Mais bien sûr, il a été de trouver à la fois un calendrier accéléré, de redébattre un schéma départemental pour faire adhérer tout le monde. Donc en 2017, nous avons eu les accords. Donc, vous voyez, nous sommes un jeune syndicat qui apprenons bien sûr au fur et à mesure. Et je pense que la difficulté dans le monde des télécoms, c'est que chacun doit comprendre qu'on apprend de nos erreurs et que tout est à recommencer. Et c'est un travail permanent. C'est le réseau de demain. On réinvente le chemin de fer, comme on a pu l'inventer il y a des années. On nous demande de façon très vite de faire un cheminement qui a pris pour certains plus de 40 ans. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le temps parce que c'est une relation de confiance qui est à mettre en place. Donc, pour ma part, en tant que présidente, la difficulté que j'ai eue, c'était de convaincre mes collègues élus de nous faire confiance, de partir dans un modèle économique où on n'avait pas encore de financement, où, il faut quand même se le dire, pour avoir les fonds FSN, il faut aussi s'accrocher. Il faut cravacher, oui. Voilà. Il faut également qu'une relation de confiance s'instaure. Et chacun sait qu'avec mon tempérament, la confiance, c'est un gros sujet. Telle façon à ce qu'on ait une relation gagnant-gagnant et ne pas hésiter à se dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est ce que j'apprécie dans nos relations mises en place avec Lionel, comme avec ses collaborateurs, c'est sur le fait de dire, là, on s'est planté, on recommence. Et ça, il faut que les élus soient également dans la boucle avec nous. Je veux bien l'autre. Merci. Alors, aujourd'hui, la difficulté, c'est à la fois de convaincre tout le monde. Voyez, on fait une équipe. Voilà. Merci. Parler, ça va, mais appuyer, je ne sais pas. Je suis le cauchemar de Lionel quand il vient me voir. Où en fait, moi, à chaque fois qu'il y a un mot de travers, je fais mettre 1 euro dans une boîte. Comme ça, à la fin, on fait un petit quelque chose. C'est plutôt sympa. Aujourd'hui, le modèle du syndicat était un modèle que certains ont jugé, pour certains, inquiétant, ou d'autres, beaucoup ont cherché à nous faire changer de version. Ce que j'ai apprécié, bien sûr, à la fois dans notre relation de confiance, c'était le modèle économique qu'on mettait en place. On a une particularité, c'est que le syndicat porte 100% des emprunts dans le modèle de déploiement, que ce soit pour le département, que ce soit pour l'ensemble de nos membres. Ce qui fait que quand on déploie, bien sûr, il faut que ce soit économiquement viable, mais on n'a pas besoin de faire des appels de fonds à nos membres, parce qu'il y en a quand même 601, donc forcément, ça demande un petit peu de partenariat. Donc, la relation de confiance que j'ai avec tout le monde, il faut également que notre relation soit de bonne entendeur, de telle façon que je n'ai pas d'ennui avec mes collègues élus. Parce que, bien sûr, je suis vice-présidente du département. Donc, à ce titre, il y a quand même du travail. Aujourd'hui, notre modèle, il est bien sûr sur 235 000 foyers à raccorder. On est
exclusivement en milieu rural. Le reste, je vous l'ai dit, ce sont des zones amies. 601 communes, plus de 450 000 habitants. Et ce modèle, il a quand même été établi sur 360 millions d'euros. Il y a de cela 5 ans, on avait 0. En 2017, on avait 0 aussi. Donc, autant dire qu'il a fallu tout trouver. Et un partenariat profond a été monté également avec la région et le département, l'ensemble des Comcom et bien sûr notre pauvre délégataire qui nous supporte. Cette DSP est bien sûr sur 18 ans, mais sachez que nos comités de communes nous paient une annuité sur 25 ans, de telle façon à ce qu'on ne les prenne pas à la gorge, mais qu'à la fois, on se doit d'être répondant dans nos questions. Donc aujourd'hui, en point d'étape, on est à 27 des 29 nœuds de raccordement qui sont installés et on a le 3/4 du réseau qui est aujourd'hui en modèle de déploiement. Et volontairement, j'ai fait stopper, ça sera dit après, la réception de certaines prises quand est arrivé le modèle du GRAS. Je sais que GRAS, c'est... Alors je dis que c'est très joli dans la bouche d'une femme, mais le GRAS THD, ça a quand même été mis en place. Moi, ça me fait penser à Grace Kelly, mais pas vous. Ça a été mis en place par, bien sûr, des techniciens, des sachants, vous-même. Mais du GRAS THD aujourd'hui, dans le modèle économique mis en place, fait que pour percevoir les fonds FSN, c'est-à-dire les 46 millions qui ont été négociés, on doit livrer en GRAS. Donc forcément, j'ai fait stopper les réceptions pour qu'on soit en modèle réceptionné exact, pour être agréable à tous, mais ce n'est pas forcément évident. Donc aujourd'hui, bien sûr, on est à 40 000 prises commercialisées et on a nos 8 000 clients sur le réseau. Donc nous sommes un jeune syndicat. Je ne vais pas prendre tout le temps de parole parce qu'après, Lionel va dire, elle parle beaucoup. Merci Madame la Présidente. Je pense que je n'ai pas mis encore beaucoup d'euros dans la boîte, je vous rassure, parce qu'on arrive à discuter en permanence et on arrive à faire en sorte que ce projet qui est un projet neuf, c'est un projet récent, c'est un projet d'affermage dans lequel on s'inscrit, on a cette réception et cette première étape, c'est effectivement le GRAS. La première complexité qu'on doit rencontrer, c'est effectivement de faire en sorte que les équipes à la fois du syndicat et les équipes d'XP Fibre arrivent à travailler ensemble et arrivent à mettre en commercialisation ce réseau. C'est la première étape, c'est l'étape fondamentale et première de la mise en commercialisation parce que c'est la fonction d'un réseau quand il est déployé. Le réseau, on ne le déploie pas pour déployer un réseau, on ne fait pas de la construction pour faire de la construction, on fait un réseau pour qu'il soit présent dans les 40 prochaines années, 50 prochaines années sur notre territoire et qui couvre l'intégralité des services. L'intégralité des services, c'est les services pour les entreprises, les services pour les particuliers, c'est pour les grands opérateurs, c'est pour les opérateurs régionaux et c'est vraiment cette mission-là que s'est donnée XP Fibre en répondant à l'appel d'offres et en gagnant l'appel d'offres du syndicat. XP Fibre, je peux pas prendre la parole aujourd'hui sans vous parler d'XP Fibre. Tu l'as dit, SFR FTTH est mort, vive XP Fibre, dans le sens où aujourd'hui, comme l'a dit Cyril ce matin, il y a une époque, on venait ici, on se tapait dessus parce que on était dans une phase de conquête des territoires. Il y avait des délégations de services publics, des affermages, des concessions qui étaient lancées un peu partout sur le territoire national. Et c'était un peu à celui qui allait gagner le plus de territoire. On est rentré dans une phase aujourd'hui de consolidation du marché. C'est une réalité. L'effet d'échelle joue à plein. Aujourd'hui, XP Fibre, avec la partie de covage qui va rester dans le giron du groupe, va pouvoir proposer un déploiement à près de 7 millions de logements sur le territoire national, que ce soit en zone privée, les zones amies, que ce soit en zone privée, les zones AMEL, et que ce soit en délégation de services publics, avec désormais un peu plus de 25 délégations de services publics qui vont être opérées par le groupe. Donc c'est cet effet d'expérience, c'est cet effet d'expertise qu'on va aussi apporter, non pas dans la phase de construction sur le département, puisque au travers du syndicat, il y a cette construction qui est réalisée dans le cadre de l'affermage, mais dans l'exploitation, dans la commercialisation et dans la vie du réseau dans la durée. Alors, notre objectif, c'est vraiment cette relation, dans un premier temps, pour travailler sur les enjeux court terme. Les enjeux court terme, c'est comment on construit, comment on met en prod, comment on commercialise le réseau avec tous les enjeux
Ils ont été cités, Cédric O les a rappelés, hein. La base adresse nationale en fait partie parce que aujourd'hui, on a besoin de raccorder tous les habitants. La crise sanitaire a mis encore plus en évidence la nécessité qu'on soit à la ville ou à la campagne. Merci David, je l'ai fait à l'aller, tu le fais au retour, bravo. Ah, il se rate pas. Super. Il se rate jamais. Et donc, Il y a des choses qui changent jamais. Non. jamais. Et donc, cette nécessité d'avoir l'accès au très haut débit, qu'on soit à la campagne ou à la ville aujourd'hui, a été mis encore plus en évidence au cours des derniers mois. Et donc, cette base adresse nationale, ce rendu d'éligibilité possible pour l'intégralité des foyers est essentiel. Et donc, il y a un gros travail de fond dans la construction qui doit prendre en considération l'ensemble des foyers, l'ensemble des entreprises. L'enjeu derrière, c'est les raccorder. Parce que ce n'est pas parce qu'on rend éligible une adresse que demain, elle sera raccordable. Et donc, la consultation dont parlait Guillaume Mélier ce matin de l'ARCEP sur les raccordements est quelque chose de fondamental. Et moi, je voudrais revenir sur un point, et si on doit retenir quelque chose aujourd'hui, c'est comment va-t-on raccorder ces 5% de logements dont parlait Hervé. Parce que ce n'est pas avec 150 millions, clairement, qu'on va pouvoir les raccorder. Je vous prends un exemple simple. Aujourd'hui, vous rendez une maison raccordable. Son raccordement cuivre est en pleine terre. Pour la raccorder en fibre, il va falloir 5 000, 10 000 euros. Qui va financer? Qui va financer ces 5%? Demain, vous déployez sur de l'aérien, la distribution aérien, poteau orange. On parle de substitution de plus en plus du cuivre. Hein, donc en 2025, on aura mis tout le monde à proximité de la fibre ou à destination de la fibre. On fait un enfouissement. Orange ne va pas faire l'adduction. Hein. Le cuivre, il ne sera plus là. Qui fait l'adduction? Qui supporte les coûts demain d'adduction de ce pavillon qui était en aérien? Il y a une stratégie, une volonté politique de la commune de faire un effacement des réseaux. Qui va supporter ces coûts-là? Donc tous ces enjeux-là sont des enjeux qu'on est obligé de travailler aujourd'hui, qu'on est obligé de regarder dès maintenant, parce que les enjeux de couverture du territoire, les enjeux d'accès au très haut débit pour le dernier logement d'une commune rurale va se poser et vont se poser dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et c'est vrai dans les zones RIP. Alors on parle de 150 millions aujourd'hui dans les zones d'initiative publique, mais c'est aussi vrai dans les AMEL, c'est aussi vrai dans les zones AMI. Si on veut rendre le très haut débit éligible à tous, il va falloir trouver des mécanismes qui permettent de financer ces raccordements. Et ça, c'est un point fondamental qu'on doit adresser. Et ce n'est pas 150 millions qu'il faut, c'est à peu près entre 2 et 3 milliards. On fait une estimation assez rapide sur les 5%, c'est 2 et 3 milliards. Comment on finance ces 2 à 3 milliards dans les prochaines années? Donc nos enjeux, pardon Virginie, nos enjeux à court terme, ça va être de monter le modèle, de déterminer le modèle de financement de ces raccordements futurs. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'on pourrait croire que les élus sont loin de ce sujet, mais pas du tout. Parce qu'il s'avère que quand on monte un modèle économique qui est basé sur la confiance des élus, les élus ruraux, ils se fichent de savoir quel est le problème économique pour accorder leurs habitants qui habitent au bout de la rue. Ce n'est pas un souci financier à leur niveau. Et donc, il y a vraiment un grand besoin de clarté sur ce sujet. Et j'en profite aussi pour dire que tout à l'heure, ce matin, vous avez projeté le plan de relance. Si on veut vraiment faire de la relance au niveau économique, il faut trouver des solutions pour vos sous-traitants. Parce que les sous-traitants sont en souffrance. Pour qu'on puisse nous les payer à l'échelle d'un affermage, il faut pouvoir réceptionner. Pour réceptionner, il faut que les calculs de charges inédits soient revus pour éviter les refus, qu'on nous facilite la vie pour les poteaux, parce que forcément, quand on est président d'un syndicat, c'est vers nous qu'on se tourne en disant « tu nous mets des poteaux alors que j'ai fait de l'enfouissement », parce qu'il faut descendre dans l'arène pour faciliter la vie. Il y a ce sujet-là, il y a le fait des accroches de façade, où il faut que la DRAC nous donne des facilités. Et je pense que si on est entendu aujourd'hui, si on veut faciliter la vie des entreprises pour pouvoir les accompagner dans le plan de relance, il faut autoriser à la fois les syndicats ou les sous-traitants à poser de façon générale, de telle façon à aller plus vite. Et là, on serait vraiment dans le plan de relance économique plutôt que de passer son temps à faire des échanges. Parce que si on fait des échanges, forcément, les sous-traitants,
vous leur faites des misères, derrière nous, on vous fait des misères, et forcément, pendant ce temps-là, on se fait enguirlander par l'ensemble de nos membres. Donc l'urgence, c'est que le législateur nous trouve des solutions pour accentuer le raccordement d'un point de vue pratico-pratique. Et ainsi, on sera vraiment dans l'accompagnement. La relance se fera s'il n'y a pas de blocage. Exactement. La relance est le contraire de l'inertie. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. On a fait effectivement un tour assez complet des problématiques rencontrées par les RIP avec vous deux et des premières amorces de solutions que vous avez proposées. Je me tourne vers Alain Comely, qui aurait dû être accompagné de Philippe Chalopin, président d'Anjou Numérique, mais qui est retenu dans ces territoires et qui vous présente naturellement ses excuses, pour évoquer l'état d'avancement d'Anjou Numérique et voilà, se poser la question. On va faire un focus sur l'élagage et puis peut-être un autre sur ce qui relève des incendies volontaires, ce qui n'est pas si marrant que ça. Non. Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous prions d'excuser l'absence de Philippe Chalopin, qui était vraiment désolé, d'autant plus que pour reprendre les propos de tous, on a une relation très forte entre Anjou Numérique, dont il est le président, et Anjou Fibre, filiale de TDF, et ça se passe vraiment très très bien. D'ailleurs, on le prend de cette façon, puisque finalement, il nous a laissé la main pour décrire la façon dont on travaille en synergie et en harmonie, et de façon très pragmatique. Je veux dire, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'il est là effectivement pour trouver des solutions aussi tout le long de la vie du déploiement en Anjou. 2-3 mots de la fibre à TDF en général, puis Anjou. Donc, nous déployons 750 000 lignes sur 4 RIP ou assimilés. Donc un RIP est terminé, celui du Val d'Oise. Un autre, alors qui n'est pas un RIP en fait, ce sont les Yvelines, plutôt un AMEL, pas tout à fait, mais bon, peu importe les détails, est en phase d'être terminé avant la fin de l'année. Et puis donc 2 RIP, le Val-de-Loire qui comprend 2 départements et l'Anjou, respectivement avec 330 000 et 230 000 lignes à construire, qui sont en plein déploiement. La machine industrielle tourne à plein. Sur le Val-de-Loire, on est aux alentours de 8000 lignes par mois qui sont déployées. Donc là, on est vraiment dans la phase de montée en puissance. Alors sur l'Anjou, donc le Maine-et-Loire, hein, pour le département, donc 230 000 lignes à déployer sur 5 ans. Aujourd'hui, nous avons déployé 70 000, plus exactement 70 000 lignes sont déjà commercialisables, 90 000 déployées donc avec les recettes, et on pense avoir fait déployer la moitié à peu près en fin d'année. 17 000 lignes, 17 000 raccordements commandés, hein, donc un taux de raccordement là aussi. Qui nous a surpris dans le bon sens, de commandes qui nous a surpris dans le bon sens, puisqu'on est à près de 25%. C'est vraiment super. Et puis, un gros travail sur la formation. Mais là, on s'est dit, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais enfin, quand même, 360 personnes recrutées dans le cadre de la délégation que nous avons. Donc, il y avait un gros travail demandé à nous, à TDF, et à Anjou Fibre. Construction de 3 centres de formation et puis derrière un certain nombre de mécanismes. Donc voilà, donc 360 personnes recrutées, 240 demandeurs d'emploi, 110 personnes issues des formations. Donc un gros travail de ce côté-là. Alors, dans les soucis effectivement rencontrés, on va retrouver les différents soucis, donc je vais pas les repasser puisque je vais me concentrer directement sur ce focus qu'on a souhaité faire. Donc un problème très pratique peut-être par rapport à tout ce qui a été dit, l'élagage. Alors pourquoi une problématique particulière d'élagage en Maine-et-Loire? Alors elle se retrouve un peu partout, mais le Maine-et-Loire est une terre de bocage. Ce n'est pas le seul département qui a des bocages. Il y a des bocages en Normandie, bien entendu, on trouve dans le centre de la France, dans le Berry, mais c'est une terre de bocage, notamment dans le pays des Mauges, dans le Choletais. Et du coup, qui dit bocage dit de nombreuses haies, donc arbustives, plus ou moins hautes, et donc une gêne potentielle, et voire plus que potentielle, de tout ce qui est aérien.
avec là aussi, revenons-en au problème de qualité, parce que ça peut être alors un frein au déploiement, ça peut être un problème de qualité évidemment sur ce qui se passe si c'est mal élagué. Donc la végétation peut vraiment empêcher le déploiement. Alors, la solution, donc l'élagage, mais l'élagage, donc c'est une contrainte et puis en même temps c'est une responsabilité de nos jours, c'est une responsabilité écologique. Et ça a été un peu un souci que l'on a vu dès le départ avec notre SMO, avec Anjou numérique, puisque à la fois on demande notamment aux exploitants, aux agriculteurs de continuer de remettre en état des haies, sachant que ce sont d'ailleurs dans ce territoire, le bocage est ancien, hein, c'est un bocage qui date en partie du Moyen-Âge, mais on leur demande effectivement de revenir à plus de bocage, et puis ils ont vu arriver la fibre avec des demandes peut-être mal comprises au début, qui disaient, mais attendez, il faut raser ce qu'on nous demande de mettre. Voilà. Donc il fallait avoir une approche un peu plus fine, en tout cas dans ce territoire. Alors c'est un problème qui a été pris à bras le corps dès le début. En 2019, en fait, on a récupéré. Quand je vais dire on, c'est vraiment un travail commun qui a été fait entre Anjou numérique et Anjou fibre sur ce sujet. Donc on a récupéré un relevé des haies qui existait dans le département, un peu ancien de 2011. On y a plaqué effectivement tout ce qui était le tracé du réseau, enfin des poteaux orange surtout. Et puis, en 2019 toujours, on s'est, pardon du terme, coltiné effectivement en voiture de passer partout sur ce tracé pour aller relever toutes les zones à élaguer. Tous ces travaux ont été menés également avec une association qui s'appelle la FAC, Association française des arbres champêtres, une association relativement locale, mais qui en fait nous a beaucoup aidé parce que c'était justement, elle a servi d'intermédiaire un petit peu et notamment elle a produit une fiche sur un élagage raisonné et non pas un sabotage, un découpage qui horrifiait évidemment une certaine partie de la population. Alors, derrière tout ça, il en reste un point, j'y reviens un tout petit peu d'ailleurs, la responsabilité de l'élagage, je ne l'ai pas dit au début, c'est maintenant qu'il faut le remettre, elle relève, si on est sur un terrain de particulier, elle relève du particulier. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit puisque malheureusement, ça ne se fait pas forcément tout seul. C'est un certain nombre d'étapes. On a fait un grand round avec les collectivités en 2020 puisque au final, l'idée, ça a été vraiment de motiver, de sensibiliser l'ensemble des élus, alors au niveau communal, de façon à ce qu'eux-mêmes aient la démarche vis-à-vis des exploitants, des particuliers, pour aller faire l'élagage. Donc on a eu un grand round à un endroit qui s'appelle Terra Botanica, là, qui a eu un gros succès. Il y a eu beaucoup de collectivités qui sont venues, beaucoup d'interventions. On estime qu'il y a 1000 km d'aérien sur lesquels il faut élaguer. La fac dont je parlais a mis à disposition donc un certain nombre de fiches, Anjou numérique aussi. Tout est d'ailleurs sur les sites de Anjou numérique, très facilement accessible, y compris une vidéo, donc le tout très 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 pédagogique. Donc voilà, cet objectif de sensibilisation des collectivités, avec un dernier point d'orgue qui a été la signature en mars dernier, il y a 2 mois, d'une charte des bonnes pratiques. Entre donc le département du Maine-et-Loire, l'association des maires du Maine-et-Loire, présidée aussi par M. Chalopin d'ailleurs, Anjou Fibre et Anjou Numérique, donc le SMO. L'engagement commun, c'est vraiment la sensibilisation des collectivités ça a été assez positif, toute cette démarche qui a donc duré. Alors ça se traduit comment ? La problématique avance bien. Les communes ont nommé des référents élagage pour jusqu'où elles vont. On a une petite centaine de communes qui ont nommé des référents élagage, ce qui permet effectivement d'avancer. Il reste toujours une problématique supposée pour certains de coûts.
le département a décidé, et ça fait partie de la charte, de prendre à sa charge ce qu'ils ont appelé le réseau structurant. Donc, c'est une certaine partie des départementales. Donc, ça, c'est une concession dans la discussion, parce qu'il y a eu pas mal de discussions qu'ils ont prises. Après, le reste, justement, dans la vidéo, ils indiquent le coût linéaire. Alors, à condition qu'on ait, c'est un coût linéaire, à condition qu'on ait quand même une certaine quantité, est estimé à 1,50 € du mètre à élaguer. Ça paraît Voilà. pas insurmontable. Pas insurmontable. Bon, il nous reste quand même la contestation aujourd'hui de certaines associations qu'il faut qu'on continue de traiter, et puis tout simplement le fait qu'il y a des propriétaires non identifiés. Voilà. Mais toute cette démarche a vraiment permis d'avancer. Encore une fois, on a pris le sujet à bras-le-corps. Alors, deux derniers points. Le premier, question que vous pourriez me dire, mais au fait, l'élagage, est-ce que ça ne dépend pas finalement de celui qui nous loue l'infra, le génie civil? Donc Orange, je précise que la problématique est beaucoup plus sur les poteaux téléphoniques, parce que sur l'électricité, en fait, il y a une vraie question de sécurité, et là, il n'y a quasiment pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, donc c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait qu'on se repose un petit peu la question. Orange a juste titré, nous avait dit dès le départ, mais c'est une question effectivement de la responsabilité des particuliers. Encore une fois, comme on n'a pas voulu attendre, on a pris le sujet à bras-de-corps. Mais c'est une question qui peut peut-être se reposer notamment lors du prochain cycle de régulation de l'offre de génie civil, peut-être pour avancer un petit peu, parce que de toute façon, encore une fois, c'est une question de qualité des réseaux, hein, c'est peut-être pas, s'il n'y a pas que le stock. Hein, Et de tenue dans le temps, oui. De tenue dans le temps, de maintenance, de réseaux qui vont perdurer. Deuxième et dernier commentaire, ce point d'élagage est traité actuellement aussi au sein d'Infranum. Nous y participons, et bien entendu, tout ce qu'on a fait est à disposition. Alors, on n'est pas les seuls, hein, je crois qu'il y a d'autres départements qui ont fait des démarches, mais en tout cas, tout ce qu'on a fait est évidemment à disposition d'Infranum pour faire quelque chose qui sera peut-être un petit peu plus utilisable au plan national. Merci pour ce partage. Alain, juste un dernier point, mais très rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes, c'est en plus de l'élagage, vous faites de la culture en brûlis. Oui. Mais ça, c'est à vos dépens. Sur les incendies aujourd'hui, quelles sont les actions que vous pouvez avoir? Tout à fait, tout à fait. C'est un point qui a déjà été abordé par Cyril Luneau ce matin, parce que nous sommes très exposés. Et si l'actualité était beaucoup sur les pylônes qui brûlaient, elle pourrait être, enfin, c'est plus qu'elle pourrait être également sur les installations fibres et autres. Alors, on a été particulièrement, depuis 2 ans, effectivement, nous avons été impactés par des dizaines d'incendies criminels, hein, rien que pour TDF. 2 gros incendies criminels qui nous ont frappés en décembre sur le site de Marseille Étoile et en janvier de cette année sur le site de Limoges-l'Écart, avec des impacts en matière de télévision numérique terrestre. Hein, donc il ne faut pas oublier que c'est le 3e pied quand même de couverture numérique pour beaucoup de foyers, et particulièrement justement sur cette zone autour de Limoges, qui couvre notamment la Haute-Vienne, la Dordogne, un peu de Charente. Et du coup, qui a beaucoup secoué parce que beaucoup de particuliers, notamment sur la télévision, sont dépendants de la télévision. Et du coup, les élus ont été extrêmement sensibilisés. Donc, qu'est-ce qui peut se faire? Nous avons un programme de renforcement de la sécurité des sites, mais à TDF, avec 8000 sites et des sites qui sont la plupart du temps isolés, ça a toujours ses limites, sans parler de limites de coûts. Et puis de travailler, alors nous avons été précurseurs puisqu'on a signé une première convention avec le ministère de l'Intérieur en juin 2020, et puis le ministère de l'Intérieur a trouvé, pour justement travailler avec les forces de gendarmerie notamment, a trouvé que c'était une bonne idée. Il a étendu ensuite et a invité tous les opérateurs, et du coup la dernière convention qui a été signée, peut-être vue dans la presse le 9 mars dernier, elle avait été ouverte à tous les opérateurs, donc les 4 opérateurs mobiles et les opérateurs d'infrastructure présents au sein de l'OFITEL. Le message, en fait, Cyril l'a résumé ce matin. C'est quoi? C'est la vie. En fait, c'est une vigilance de tous. En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut l'exprimer. C'est
de constater les difficultés, enfin de constater des choses anormales. C'est bien entendu la coopération avec les gendarmeries locales. C'est tout ça qui est en train de se monter, qu'on essaie de monter au niveau territorial, c'est-à-dire d'avoir des conventions au niveau de chaque département. Nous en avons déjà signé certaines, on le voit dans la presse. Voilà. Mais c'est un vrai gros sujet, c'est un sujet de sûreté, de sécurité également, quand les particuliers ne peuvent plus appeler, mais quand ça impacte également les secours, la sécurité intérieure, l'hospitalier sur les réseaux privés, c'est grave. Alors que dans tout ça, il n'y avait pas encore de 5G, bien entendu. Merci beaucoup Alain, on vous applaudit. Oui, on revient en fait sur cette question qui est celle d'avoir des communs. C'est-à-dire que ces réseaux sont, c'est pas ceux de XP Fibre, c'est pas ceux de Seine-Maritime Numérique, c'est pas ceux de TDF, c'est les nôtres. Et effectivement, on doit tous être vigilants à leur maintien, à leur protection. C'est aussi curieux cette mode de faire flamber les antennes. Je trouve ça un petit peu naze. Pour les merguez, j'avais compris. Pour les antennes, j'ai toujours pas compris. Sans plus attendre, on va aller du côté de nos amis du Grand Paris. Alors j'étais... hop, je vais récupérer la zapette. Alors, Grand Paris Sud. Hein. Oui, Grand Paris Sud. Oui, j'avais pas fini ma phrase. Parce que justement, c'est pas si simple. Le Grand Paris, c'est Grand Paris Sud. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. Pourquoi c'est pas de la zone amie, c'est de la zone quoi, c'est voilà, hein, tout ça. Et puis donc ça c'est Frédéric Chaillan, directeur de l'aménagement numérique du Grand Paris Sud, qui va nous expliquer tout ça. Et puis Hervé de Tournadre, directeur des affaires réglementaires de Bouygues Télécom, qui va nous éclairer sur l'intervention de Bouygues et puis les problèmes que vous avez pu rencontrer tous les deux. Voilà, vous avez 15 minutes. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup déjà. Bonjour Avec plaisir. Toutes et à tous. Moi, j'avais envie de commencer cette présentation en reprenant les mots de la présidente de l'ARCEP, qui est intervenue au colloque de l'AVICA au printemps dernier, qui disait « 2021 doit être l'année de la qualité de service pour la fibre ». Donc, quand on parle de ça, on est forcément en train de s'interroger sur le mode stock, parce que le mode stock, c'est aujourd'hui l'ombre au tableau. On a la chance, et on remercie, puisque sur le territoire de Grand Paris Sud, on a la particularité d'avoir finalement sur 23 communes 4 opérateurs différents qui déploient le réseau, 2 privés et 2 publics. Et les 2 publics sont des réseaux Covage. Un partira ou restera chez XP Fibre et l'autre partira chez Altitude Infra, si tout se passe normalement, puisqu'on a compris qu'il y avait encore quelques réserves peut-être à passer. Voilà, donc on est sur un territoire compliqué parce que vous rajoutez un peu de zone dense et puis finalement vous avez à peu près tout le modèle sauf les AMEL qu'on n'a pas connus. Voilà. Mais bon, bilan du jeu, on voit que ça marche puisque à date, si on prend les chiffres de l'ARCEP, plus de 90% du territoire est couvert. Donc ça c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça a pu marcher, l'interface entre le public et le privé a su se coordonner pour arriver à un territoire fibré. Et ça c'est quand même un succès et il faut le reconnaître. Donc, comme disait la ministre ce matin, nous allons voir le verre qui est à moitié plein. Et largement. Elle a même dit aux 3 quarts, voilà. Aux 3 quarts plein, absolument. Donc, on en est là, mais malheureusement, il y a cette ombre au tableau qui est le mode stock. Alors, il faut bien comprendre que c'est pas le mode stock en lui-même qui est un problème, c'est sa mise en œuvre aujourd'hui qui nous pose vraiment une difficulté. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le citoyen, le mode stock, c'est une espèce de boîte noire où il y a des échanges qui se font entre l'OI et l'OC, où personne ne sait très bien ce qui s'y passe. Et en fait, le citoyen, l'élu, se retrouve en fait au milieu de la problématique avec les gens qui reviennent vers lui. Donc, on en a parlé ce matin, on a vu une petite vidéo, c'est des dégradations de l'espace public, où là, au premier lieu, les maires de proximité sont interpellés sur des PM qui sont dégradés, des tampons de chambre qui sont laissés ouverts, mais également des PBO qui sont eux aussi laissés ouverts avec du fil qui pendouille. Donc tout ça, ça ne donne pas une belle image de ce que c'est qu'un réseau de fibre qui est censé vous amener des communications électroniques. Ensuite, on a un deuxième sujet qui est les échecs de raccordement. Donc on parle souvent des 20%, 20-25% des échecs de raccordement. Ce qu'on oublie, c'est que en plus de ces 20 à 25% qui sont réellement des échecs de raccordement où, malgré des flux interop, on n'arrive pas toujours à savoir ce qui s'y passe bien, on a également à peu près 7% de prises qui sont au-delà de 30 jours de raccordement. Et là, on ne sait pas du tout ce qui s'y passe. Il y a des allers-retours. Alors, le client est au milieu de tout ça, enfin le client final, en l'occurrence, ou l'administré.
est au milieu de tout ça, où en fait, il ne sait pas bien, il a des rendez-vous successifs, sa prise aboutit pas, etc. Et donc, quand on parle souvent des 20%, on oublie finalement cette espèce de dérive qu'on a au-delà de 30 jours, qui peut durer 6 mois, 7 mois, on ne sait pas bien. On n'arrive pas à réguler tout ça. Et enfin, le dernier point, c'est la question des débranchements sauvages. Alors, il y a des débranchements sauvages. Il y en a qui sont sauvages, il y en a qui sont effectivement étranges. Quand vous avez 190 prises d'un opérateur dans un PM qui est descendu en une seule journée, vous vous doutez que c'est pas un technicien qui est venu essayer de toutes les prises pour savoir comment raccorder son client. Puis après, il y a aussi ces problématiques, on en a parlé, ces plats de nouilles qui font qu'à un moment donné, quand vous commencez à essayer de raccorder votre client, vous bougez un peu les prises des uns et des autres pour faire de la place et malheureusement, vous débranchez vos clients. Donc, la puissance publique, elle s'est énormément mobilisée pour que la fibre optique soit un succès en France. Je pense qu'après, on aura la discussion sur les bases adresses nationales et locales. C'est un des exemples où on s'est mobilisé pour finalement arriver à ce que tout le monde soit raccordable, que ce soit en zone sur nos RIP ou en zone sur les réseaux des opérateurs privés. Mais ça a été également le cas quand on nous a signalé qu'à un moment donné, il y avait un manque de main-d'œuvre qualifiée. Les territoires n'ont pas hésité à mobiliser les centres de formation professionnelle pour arriver finalement à former des gens qui soient compétents, donc normalement qui savent brancher une prise dans un PM sans trop de difficultés, puisqu'ils ont été formés pour ça. Donc en gros, nous sur le territoire, on a un CFP à Grigny qui sort 100 personnes par an, qui sont utilisées effectivement par l'ensemble de la profession pour venir faire les raccordements, mais c'est un épiphénomène ce que nous on fait sur notre territoire. Je sais que beaucoup de territoires le font en France et on a eu des exemples encore ce matin. Donc voilà, on est là, on est présent. On est également présent pour aider nos délégataires, notamment dans l'analyse data au niveau de leurs IPE pour leur dire que des fois c'est pas tout à fait propre, donc ça va pas être tout à fait commercialisable. Donc on essaie de faire avancer les choses. Et encore une fois, on est là, on est auprès maintenant sur le mode stock, on est auprès des opérateurs commerciaux, des OC, et notamment des OCN, pour essayer de trouver des solutions, parce qu'on voit bien qu'il y a un contrat mode stock V2 qui va sortir, où les délégants n'en ont pas vu la couleur. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, on sait qu'il y a des histoires de gros sous qui se discutent entre les uns et les autres, mais c'est vrai que là-dessus, nous, on a besoin d'aller plus loin, plus vite, et de voir que les choses vont changer rapidement sur nos territoires. Donc, il y a une expérimentation qu'on a commencée avec Bouygues Telecom. Je vais laisser Hervé vous présenter les différentes étapes, les différents projets qui sont mis en œuvre. Ce qu'on y voit d'intéressant, c'est que ça résout le problème des 2-3 années qu'on va avoir de difficulté du pic de raccordement, mais c'est que c'est aussi certains outils qui peuvent s'inscrire dans la durée, et notamment au moment du churn, parce qu'on connaît nos amis opérateurs, on sait qu'ils ne vont pas se limiter aux parts de marché qu'ils vont avoir, ils vont essayer d'aller chercher un peu celles des autres. Donc ce changement, ce churn, on risque de l'avoir encore pendant de nombreuses années, tant mieux pour le secteur de la fibre optique, mais ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir un système qui soit bien professionnalisé et surtout qu'on redonne confiance aux élus sur ce mode stock. Voilà. Merci Frédéric. Non, c'est allumé, il n'y a rien à changer. Merci Frédéric. Alors peut-être Frédéric rappeler que les dégradations des ordres, c'est quand même pas une généralité. D'ailleurs ensemble, on a fait un certain nombre de visites et on a vu des PM très très bien tenus. Alors c'est pas une généralité, néanmoins ça empoisonne suffisamment la vie de tout le monde qu'on s'en préoccupe très sérieusement, très rapidement, et c'est d'ailleurs la commande du ministre à l'instant tout à l'heure qui nous a faite. Alors pour ça, il faut qu'on industrialise et qu'on fiabilise nos processus. Et alors pour autant, je vais vous donner quelques pistes, enfin c'est plus que les pistes, c'est des choses qui existent. Pour autant, et c'est le paradoxe, les enquêtes de qualité de service montrent qu'en fait, il y a une forte satisfaction des clients sur la fibre. Les clients fibre sont très satisfaits de leur accès, de leur service, et beaucoup plus que les clients qui n'ont que le cuivre aujourd'hui. Voilà. Alors, peut-être rappeler sur le slide suivant voilà, les grands principes du raccordement. Donc, je vais très rapidement, mais la partie 1, c'est le tirage du câble. Et c'est là où on peut rencontrer des difficultés, notamment d'échecs de raccordement. Quand sur la partie privative, il y a des travaux à faire qui n'existent pas, ou que sur la partie publique, le réseau n'est pas complètement terminé, ça se termine par un échec.
Ensuite, il y a la partie 2, là c'est la soudure boîtier de branchement. Ça demande un savoir-faire hein, quand même, il y a une soudure à faire. Bon, en général, c'est fait relativement correctement. Et ensuite, il y a la partie 3 dans le PM, l'armoire de rue, dans laquelle on voit un certain nombre de spaghettis. Et ça pour mettre en correspondance le réseau mutualisé et le réseau de l'opérateur commercial. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour industrialiser tout ça? D'abord, il y a l'encadrement de la sous-traitance. On l'a dit, les nouveaux contrats stock, on est en train de les mettre en place, avec qui prévoient des procédures de sanctions, des audits, etc., par l'OC, par l'OI, des reprises de malfaçon. Il y a également la question du nombre de sous-traitants. Voilà. Le nombre de sous-traitants, notamment la sous-traitance en cascade, peut être l'origine de nuisances. Alors, chez Bouygues Telecom, nous avons pris la décision, il y a déjà plus de 6 mois, de limiter la sous-traitance à 2 rangs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des intégrateurs, des sous-traitants intégrateurs de premier rang. Derrière, il y a un sous-traitant et il n'y en a pas d'autres. Voilà. Ça permet quoi? Ça permet de mieux maîtriser les installateurs, les sous-traitants, leur formation et ça permet d'y voir clair sur le terrain. Bon, je passe rapidement. Il faut effectivement des plannings d'intervention qui soient adaptés, des durées d'intervention qui soient cohérentes avec l'intervention qui est à réaliser. Et alors surtout, ce que nous faisons, nous, c'est qu'on a mis en place une application sur smartphone qui s'appelle Techno. C'est une application smartphone qui guide pas à pas l'installateur tout au long de l'installation, du début jusqu'à la fin. Il a tout un tas d'opérations qu'il doit valider sur son smartphone, des photos à prendre. Il prend les photos, il les télécharge en direct. L'intelligence artificielle est capable également de détecter si la photo qu'il injecte dans le processus c'est une photo d'un PM ou c'est autre chose. Voilà. Je vais revenir sur l'intelligence artificielle. Ça permet également de redater toutes les interventions. Donc nous, on sait précisément qui intervient où, à quelle heure, qui a fait quoi. L'intelligence artificielle, ça c'est très important. Donc on a développé avec une entreprise française un premier lot d'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, vous savez bien, elle a besoin d'apprentissage. Donc elle a besoin de beaucoup d'opérations répétées pour apprendre à détecter un certain nombre de choses. Il y aurait tout intérêt ici à mettre tous en commun, OI comme OC, tous les OI, l'intelligence artificielle, pouvoir développer tout ça, démultiplier l'intelligence, l'apprentissage, et pouvoir l'utiliser de la manière la plus optimale possible, de façon à pouvoir détecter très vite les malfaçons, les erreurs. Deuxième série de mesures, c'est la lutte contre les malfaçons. Alors, il y a d'abord la question des audits. Les OI font des audits. Nous, OC, nous faisons les audits. Nous avons d'ailleurs, à Bouygues Telecom, nous avons une filiale qui est dédiée aux audits. On utilise à peu près 3000 installateurs. On a un volant de 3000 installateurs. Ils sont audités chacun d'une manière complète sur une opération de raccordement complète une fois par mois. Donc, c'est quand même, voilà, c'est très fréquent, c'est très important d'encadrer, d'auditer, de former. La reprise des malfaçons, ça, c'est prévu dans le nouveau contrat stock V2. Il faut qu'effectivement, on s'y mette tous. C'est extrêmement important parce que 1, 2, 3, 10 dégradations après, effectivement, c'est difficile de reprendre les choses. Il y a l'architecture du PM en M. Il y a un certain nombre d'OI qui commencent à la déployer progressivement. C'est quelque chose de beaucoup plus intuitif. C'est une armoire où le jarre-tirage se fait d'une manière, vous l'avez en bas à droite sur le slide, vous avez l'architecture en M. L'architecture est à base de couleurs, on comprend beaucoup mieux, beaucoup plus facilement ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus intuitif et on utilise toute la longueur de la jarretière. Et probablement, on a déjà identifié un certain nombre de PM, je pense c'est plusieurs centaines, voire peut-être ça dépasse plusieurs milliers. Il y aurait probablement à décider ensemble d'un grand programme de reprise de CPM, d'un grand programme de reprise nationale de CPM dégradés. Et ce serait également l'occasion de les transformer avec la nouvelle architecture en M. Il y a également la question des jarretières inutilisées, qui en fait, quand un client change d'opérateur, son ancienne jarretière, la plupart du temps, elle est laissée dans le PM. Donc là, je pense qu'il faudrait que tous qu'on se voit collectivement pour traiter cette question et définir un processus de manière à supprimer et à ôter ces jarretières utilisées qui encombrent inutilement les PM et qui peuvent créer à terme des malfaçons. Alors, troisièmement, ça c'est la question des... Il faudra oui, conclure. On je arrive fais très vite. Merci Alors, beaucoup. je vais me centrer sur 2 éléments. Un, pour l'échec de raccordement. Quand il y a échec de raccordement, en général, c'est ce que tu dis Frédéric, on est un peu dans le brouillard, une espèce de partie de ping-pong entre l'OI et l'OC. Chacun se renvoie la balle. Ce que l'on propose, nous, c'est l'expertise contradictoire obligatoire.
l'OI et l'OC descendent sur le terrain et ensemble, ils décident de la solution à mettre en place et elle est mise en place. C'est la seule façon de ne pas laisser des clients en souffrance. Et peut-être pour la déconnexion de clients, vous savez que c'est quelque chose qui est quand même, bon, c'est pas généralisé, mais il y a un certain pourcentage de clients qui sont déconnectés. Vous savez que les jarretières, c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Donc, quand on manipule, on peut effectivement déconnecter une jarretière malencontreusement. Donc, on a développé un outil qui s'appelle check voisinage. Check voisinage, qu'est-ce que c'est? L'installateur, il arrive au PM, il ouvre l'armoire, il déclenche check voisinage et à ce moment-là, il identifie tous les clients Bouygues Télécom qui sont connectés à ce PM. Quand il termine son opération, avant de fermer l'armoire, il recheck son application check voisinage et il vérifie que les clients Bouygues Télécom qui étaient sur l'armoire sont bien toujours connectés. Si ce n'est pas le cas, il réintervient. Et d'ailleurs, l'outil lui donne la route, lui indique la marche à suivre. Donc nous ce qu'on souhaite, c'est que cet outil puisse être étendu à tout le marché, de façon à ce que cette question des déconnexions de clients intempestives soit derrière nous. Voilà. Donc s'il y avait vraiment quatre outils à retenir, je dirais voilà, c'est limiter vraiment la chaîne de sous-traitance. Je pense que ça c'est important. Il y a l'intelligence artificielle, on pourrait tous se mettre ensemble pour la développer plus rapidement. Le rendez-vous contradictoire également pour en finir avec les échecs. Et puis check voisinage pour en finir avec les déconnexions de clients. Merci. Un petit mot de la fin pour Frédéric, le petit Oui, mot de c'est la fin pour Lionel. D'accord, très bien. Mais Non, rapidement. très rapidement, c'était juste pour évoquer par rapport à ce qui a été présenté qu'il y a deux sujets derrière. C'est qu'il faudrait déjà que, et ça peut être peut-être le rôle de l'ARCEP, c'est qu'il y ait un tiers de confiance qui se mette en place, puisque si on veut pouvoir généraliser, va bien falloir que quelqu'un puisse jouer l'interface. Et le deuxième sujet, c'était pour revenir sur ce qu'avait dit Cédric O, qui parlait de souveraineté et qui parlait de réindustrialisation. On voit bien que là, quand on parle d'IA, avoir un IA français qui est en capacité de gérer nos réseaux et de sécuriser nos réseaux, c'est bien mieux qu'au niveau de la souveraineté que bien d'autres systèmes qui existent ailleurs. Voilà, merci. Merci Lionel. Un tout dernier mot très court. Juste pour compléter, parce que je pense que c'est extrêmement fort, extrêmement important de rappeler que tous les opérateurs, que ce soit tous les opérateurs commerciaux, tous les opérateurs d'infrastructure travaillent ensemble pour améliorer ce processus-là. Ça, c'est fondamental. Mais il y a quelque chose qu'il faut garder en tête. Et je vais prendre un exemple. Nous, on fait 70 000 raccordements par mois. C'est 3 000 raccordements par semaine, par jour. Il ne faut pas oublier que dans le volume global des raccordements qui sont réalisés, par rapport au marché en ce moment, c'est plusieurs millions de raccordements chaque année qui sont réalisés, ça reste un phénomène relativement rare. Alors et c'est difficile à entendre, c'est un irritant fort, mais ça reste un phénomène qui est relativement faible par rapport au mouvement de révolution, de changement technologique qu'on est en train de vivre. Alors ça va durer 2 ans, ça va durer 3 ans, il faut tous qu'on travaille ensemble pour améliorer ce processus, améliorer les échecs de raccordement, améliorer la qualité des raccordements, mais il ne faut pas en faire une montagne non plus. Parce qu'une fois que tout le monde sera raccordé, on sera dans un processus normalisé et on n'en parlera plus. Voilà. Donc on a une étape à franchir. Cette étape, il faut qu'on la franchisse ensemble, collectivement, opérateurs commerciaux, opérateurs d'infrastructures, avec l'aide évidemment des collectivités, mais ça reste un phénomène qui ne va pas durer des années. Merci, on les applaudit. Belle mobilisation collective, bravo pour cette IA, la technologie au service de la technologie elle-même.